Grandir avec son enfant en étant père divorcé. Voilà le sujet que nous abordons avec ce 25e épisode du podcast Power Flowers. Power Flowers. Vous avez envie de vibrer la fréquence du cœur? Vous êtes prête à embrasser vos singularités et emmener votre vie vers un autre niveau de présence pour contribuer à un monde de sens et d'amour? Power Flowers vous procure la dose d'inspiration dont vous avez besoin. Je suis Patricia Mignonne, je suis coach et à ce jour j'ai contribué à la guérison de près de 100 familles. Je vous aide à comprendre votre charge mentale et à rompre avec les héritages toxiques pour restaurer la confiance, la communication, l'amour et la contribution au sein des espaces les plus intimes qui soient, vous-même, votre couple et votre famille. Et dans ce podcast, j'invite des personnes qui parlent sans tabou des espaces de liberté qu'elles ont aménagés pour elles à l'intention de leurs proches et de leurs clients. Avec l'épisode précédent, nous avons parlé de la façon dont nous pouvons provoquer des miracles au quotidien, notamment en embrassant toutes les parts de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous parlons d'éducation et du lien à son enfant quand on est un père divorcé. Pour diverses raisons, beaucoup de pères divorcés renoncent à leur rôle parental. Pour Olivier, c'est tout le contraire. Écoutons ça. Je vous souhaite une bonne écoute. Olivier, tu es accompagnant parental et tu es auteur de... Oui, j'ai été accompagnant parental et j'ai écrit le livre Parents-enfants s'élever ensemble. Je trouve ce titre, d'abord sa polysémie me plaît beaucoup. Le fait que s'élever, c'est s'éduquer, mais mutuellement déjà. Et ensuite, ça revêt une dimension un peu spirituelle, s'élever. Et puis le livre, quand j'ai fait des recherches, je suis tombé sur une citation de Montaigne qui dit l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais c'est un feu qu'on allume. Et donc le feu se met à crépiter, grandir par lui-même et s'élever à son tour. Ah oui, c'est très chouette. C'était intéressant d'interroger un homme parce que un homme a un point de vue différent sur la parentalité, sur la famille, sur les interactions au sein du couple. Donc, je pense que c'est un privilège de t'avoir de l'autre côté pour dialoguer avec toi. Déjà, dans ton livre, tu fais une mise en perspective. Quand tu parles de parentalité, d'abord, tu parles du point de vue du parent. Oui, parce que je suis moi-même parent. Et en fait, la genèse du livre, c'est ça, c'est que au départ, j'ai eu un enfant, c'était en 2002, et puis la vie a fait que je me suis séparé de sa maman. Et donc, je me suis posé la question de savoir comment on fait pour être un papa qui soit pas trop laxiste, pas trop rigide, et donc savoir concilier un peu tout ça pour avoir une parentalité juste pour mon fils. C'est de là que c'est parti. Et donc, c'est pour ça que ce livre est fortement basé sur mon expérience personnelle. Et je trouve que c'est alors précieux de pouvoir dialoguer avec toi à partir de là, parce que la vision collective est ainsi faite que quand des parents se séparent, l'enfant est confié à la maman. Et il y a une espèce de deuil assez terrible pour les papas qui se sentent concernés, hein. Il y a des papas qui ne se sentent pas concernés. Mais il y a un deuil assez terrible à vivre, de se voir confier son enfant seulement quelques jours par mois, alors qu'il est principalement confié à la maman. Oui, j'ai eu le droit un week-end sur deux, la moitié des vacances. Et si je puis dire, la chance que j'ai eue, c'est que c'est moi qui ai initié la séparation. Et donc, mon deuil était fait avant que je ne quitte effectivement mon fils. Dans notre échange, je voudrais exploiter le fait que tu sois un papa qui a bâti sa vision de la parentalité à partir de son expérience familiale, de couple et de parentalité, de parents. Parce qu'on ne voit pas souvent des papas parler à partir de là. Il y a quelques papas qui interviennent et sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours avec un certain détachement. C'est l'enfant. Comment se comporter par rapport à l'enfant? Et comme je viens de le dire, je trouve assez précieux d'avoir le point de vue d'un papa. Et d'abord, fort humblement, dans ta manière d'aborder, de présenter la façon dont ça a démarré, tu t'es d'abord rendu compte que tu présentais des lacunes en matière de capacité à communiquer affectivement. Oui, tout à fait. Et c'est aussi ça que j'exprime dans mon livre, c'est que pour accompagner un enfant efficacement, la première chose à faire, c'est se repositionner soi-même dans la réalité de ce qu'on veut transmettre. Et donc, ça veut dire aussi se défaire de tout ce qu'on a vécu par notre passé, de tout ce qu'on a ingurgité de gré ou de force dans notre éducation, remettre tout ça en question pour pouvoir offrir une approche qui soit la plus véridique possible, la plus réelle, la plus authentique possible à l'enfant qui est en train de grandir. Encore actuellement, c'est fort difficile pour beaucoup de parents de se départir d'une relation à l'enfant qui soit un peu comme un objet qu'on modèle. Tu viens d'évoquer cette citation de Montaigne, hein. Beaucoup de parents en sont encore à, ils le font malgré eux, ils le font parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés, considèrent un peu l'enfant comme un objet qu'on manipule ou comme une bouteille vide qu'on remplit. Et Une pâte donc, à modeler qu'on est en train de sculpter ou quelque chose voilà, comme ça. Oui, voilà. effectivement, et c'est. J'ai commencé comme ça. Hein. Oui. Très, 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 très honnête. J'ai commencé comme ça, et puis
Je pensais hier justement à une situation qu'on a vécue avec mon fils. Il avait frappé une copine de classe, il avait, je sais pas, 6, 7 ans. Puis j'ai été convié pour lui remettre un peu les idées en place, lui expliquer que ça se faisait pas. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est lui mettre une gifle. Et donc, je lui ai mis une gifle pour lui expliquer qu'il fallait pas frapper. Là, on est quand même dans le summum, quoi. Et quand je suis ressorti de là, je me suis dit, non, mais ça va pas du tout. Il y a quelque chose qui marche pas. Et donc, en réfléchissant là-dessus, je me suis dit, oui, ce que j'ai vécu là et ce que j'ai fait moi-même, ça vient de ce que j'ai vécu moi enfant. Et c'était aussi ça, une étincelle qui a fait que j'ai remodelé ma façon de voir. Ça veut dire que tu as eu une attitude réflexive. Tu t'es Voilà, observé en train d'agir en tant que parent. c'est ça. Et puis j'ai vu aussi mon fils s'éteindre quand il a pris une gifle. Il était triste, il est reparti dans sa chambre tout penaud. Et puis moi, je suis reparti, j'étais coupable d'avoir fait ça. Donc on était tous les deux perdants sur cette histoire-là. Tout en mettant l'accent dans ton apprentissage sur certaines incapacités à communiquer sur le plan émotionnel, en même temps, tu avais une lucidité et une humilité qui te permettaient de t'observer dans ta parentalité balbutiante à ce moment-là ou déficiente à ce moment-là. Un peu les deux, oui. C'est intéressant que tu fasses ce geste de parler de ton évolution en tant que parent et que tu dises bah, j'ai quand même gaffé au départ parce qu'alors c'est un bel incitant pour les parents à faire de même et à se rendre compte que en tant que parent souvent on part de nos blessures mais Oui. souvent des blessures qui sont cachées dans des angles morts. Oui, surtout, on a tendance à vouloir protéger nos blessures. Parce que quand on veut élever un enfant, on a la croyance, en tout cas certains ont la croyance qu'il faut être fort, qu'il faut être parfait, qu'il faut être capable de répondre à tout de suite, etc. Et ce qui est juste un leurre pour moi. C'est pas possible d'être à la fois fort en permanence, d'avoir les réponses à tout et d'accompagner un enfant vers qui il est vraiment, sans chercher, ou même involontairement, sans le modeler trop pour qu'il devienne quelque chose ou quelqu'un que nous voudrions qu'il devienne. De toute façon, on sera obligé de le modeler parce que un enfant, il a besoin d'un cadre pour pouvoir être adapté à la société dans laquelle on vit. Donc ça, de toute façon, on va le faire. Après, il faut juste trouver le juste milieu entre le besoin pour qu'il soit adapté et ce que nous, on désire qu'il devienne. Dans la mesure où les enfants apprennent en nous observant, ils sont des éponges dans ce sens-là, ils capturent nos comportements et ils les intègrent, ils les font leurs. En étant un père à l'écoute, un père empathique, c'est ce que tu as appris à ton fils et c'est une grande compétence en termes relationnels quand on s'ouvre au monde et qu'on communique avec les autres. Ouais, il est très observateur à son tour maintenant. J'ai remarqué ça, il fait vraiment attention à ce qui se passe autour de lui, il comprend très bien les choses. Et oui, je pense qu'il a pris un peu de ma façon de voir la vie, oui. Je voudrais poser une question peut-être un peu personnelle. Il y a cette histoire de divorce qui est là et qui concerne quand même énormément, énormément de gens. Est-ce que vous étiez d'accord sur la manière d'éduquer votre enfant ou comment ça s'est déroulé? Ben, en fait, c'est un peu pour ça que je suis parti aussi, entre les différentes choses qui ont fait que je suis parti, c'est que j'avais vraiment le sentiment qu'elle cherchait à m'imposer sa façon d'éduquer ou d'accompagner notre enfant, et ça me plaisait pas. Donc, je suis aussi parti pour ça, pour pouvoir, moi, avoir pendant un laps de temps, même beaucoup plus court, l'opportunité d'apporter ce que moi, j'avais envie d'apporter. Accompagner mon enfant, c'était vraiment quelque chose qui me tenait fortement à cœur et que je voulais faire à ma façon. Ta vision de la parentalité tourne autour de l'enfant, de l'écoute de l'enfant, du bien de l'enfant, de la croissance favorable de l'enfant. Est-ce que tu Oui, veux bien développer? oui, alors ça tourne autour de ça effectivement, parce que je parle d'une autoroute dans mon livre qui est le chemin que l'enfant se construit, et je dis que les parents sont les barrières de sécurité qui permettent de rester dans le cadre de la société dans laquelle on vit. Alors oui, effectivement, on se tourne fortement vers l'enfant pour l'accompagner au mieux, mais néanmoins, une des choses la plus importantes qu'il y a à faire, c'est d'avoir cette attitude réflexive pour comprendre ce qui nous incombe et éviter de projeter trop de choses sur notre enfant qui ne le regarde pas. Et ça aussi, c'est un travail qui est très, très, très important à faire. Par exemple, la gifle que je lui ai donnée pour lui montrer qu'il fallait lui expliquer qu'il fallait pas frapper, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Et il a fallu à un moment donné que je me pose la question, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Et surtout, qu'est-ce que je pourrais mettre en place autrement pour éviter d'en arriver là? Ce qui s'est avéré, c'est que j'ai réagi comme j'ai intégré la façon de réagir quand j'étais enfant. C'était pas vraiment moi dans mon fort intérieur, mon être qui a réagi, c'était automatique, mécanique et c'est sorti tout seul.
Et c'est ces automatismes qu'il faut trouver, qu'il faut débusquer, et dans la mesure d'en affranchir. Certains sont bons, on jette pas tout, hein. Mais point par point, savoir si la façon dont je me comporte me convient, est adaptée ou non. Si je trouve que ça ne l'est pas, dans ce cas-là, je m'en débarrasse et je trouve une autre façon de faire qui me parle mieux, qui me correspond mieux. Et donc là, tu amènes une notion d'intentionnalité, tu te mets du côté de la parentalité consciente, là. Voilà, et c'est exactement ça. Être conscient de qui je suis pour pouvoir accompagner mon enfant. C'est juste un mot conscient comme ça, mais dans le fondement, ça demande un vrai travail, ça demande de déconstruction et de reconstruction de façon plus adaptée. On dit plein de mots intéressants ici, hein. Moi, je parle d'intentionnalité, c'est-à-dire Oui, que pour être intentionnel, tu dois forcément être là au présent, observer ce qui se passe, observer les interactions, t'observer toi dans les interactions pour t'évaluer. Et tu viens de mentionner quelque chose d'important, c'est la question des conditionnements. Qu'est-ce qui me traverse malgré moi et que je vais décider de garder ou pas en fonction de l'opportunité, en fait. Est-ce que ça sert ou est-ce que ça dessert? c'est exactement ça. Je travaille sur la charge mentale en général des femmes en particulier et notamment j'observe que, je dis les femmes, mais c'est nous en général, hein, c'est tout le monde, hein. On est traversé par, c'est pas seulement des croyances, c'est des croyances qui se traduisent en comportement, bien entendu, hein, qui nous pourrissent littéralement la vie et qu'on ne met pas en cause tellement on vit avec ça depuis toujours Ouais. et on croit que le monde est ainsi fait. Un exemple parmi de nombreux autres, hein, c'était une jeune femme qui me disait « Oh, le patriarcat, la domination, ça me dégoûte ». Et moi, je lui dis « Mais pourquoi tu fais la carpette chez toi alors ?» Faire la carpette, c'est aller au-devant des besoins, c'est servir, c'est tout faire pour les autres. Pourquoi tu fais la carpette chez toi? Elle comprenait quand je disais ça. Et parce que je n'ai jamais rien vu faire d'autre. Ah, j'ai toujours vu les femmes se comporter comme ça. Dans une des définitions de la charge mentale, il y a le fait de penser à tout pour tout le monde. Tu crois qu'ils n'ont pas de cerveau, ton mari et ton fils? Il ne va pas être développé si elle fait tout pour tout le monde. Parmi les questions à se poser ici, comme là, ce matin, j'étais en train d'écouter Joe Dispenza. Quand j'accompagne, je dis ça, quand on y arrive, hein, évidemment, sur la question de l'intentionnalité, ce que je me prépare à dire, ce que je me prépare à faire, est-ce que ça va dans le sens de l'amour? Qu'est-ce que l'amour ferait? Est-ce que ça va dans le sens de la croissance? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça va porter la relation? Et ça, dans quoi qu'on fasse avec son enfant, et de façon générale, je pense avec tout le monde, c'est important de faire en sorte que ce que on dit ou ce que l'on fait soit constructif et fasse prévaloir la relation avant tout. Je me rappelle d'un autre exemple que je donne avec mon fils. Alors, il avait beaucoup plus âgé, puisque ça s'est passé il y a un an et demi. Il est rentré dans une colère pas possible et il m'a insulté, mais avec des mots vraiment, vraiment très durs, quoi. Et je l'ai écouté et je l'ai laissé faire parce que j'ai compris que il était complètement débordé émotionnellement. Parce que j'ai compris que les mots qu'il disait, c'était des mots qui dépassaient largement ses pensées. Et puis il est parti en claquant la porte. Si à ce moment-là, j'étais rentré dans l'art en disant tu me parles pas comme ça, qu'est-ce que c'est ça? On aurait été au conflit tous les deux. Et comme on est deux oiseaux de nuit et que je l'ai entendu dans la cuisine vers 1h, 1h30 du matin, je suis allé le rejoindre. La première chose qu'il m'a dit, c'est papa, je suis désolé. C'est ça quand je dis vraiment faire en sorte de faire prévaloir la relation avant toute chose. On revient au calme pour tout le monde et on voit ce qui s'est passé. Et une fois qu'on sait ça, et ben ok, maintenant on peut avancer de façon constructive et on peut reprendre le fil des choses là où on l'avait laissé auparavant. Ce qui est intéressant dans cette manière de faire, c'est que tu contournes un écueil qu'on rencontre souvent dans les relations parents-enfants, c'est l'adulte qui sait, c'est Ouais, l'adulte qui a raison. Ben non, quoi. Parce qu'il y a souvent, du coup, des procès d'intention. Je sais mieux que toi ce que tu penses. J'interprète tes mimiques, mais une minute, quoi. mais non, je sais pas ce que je pense. Et donc, c'est vrai que la relation, c'est l'essentiel. C'est pas du tout ce qu'on nous a appris à faire. Ça ne fait pas partie de notre éducation Non, pas du tout. de miser essentiellement sur la relation. Ouais, non, ça, on n'a pas appris ça. On a appris à se mettre en valeur, on a appris à se modeler à ce qu'on attend de nous, mais pas vraiment à faire prévaloir la relation. L'orientation globale que nous procure cette société où nous vivons, à l'école, ben, on apprend à faire, on apprend à savoir, mais on n'apprend pas à être, Non, on n'apprend pas à être. ni à être ensemble. Alors, je crois que ça a évolué, mais j'ai pas bien suivi les dernières évolutions. Les notes qu'on avait, nous, quand on était enfant, on peut être remodelées, mais ces notes aussi, c'était juste un classement de savoir qui est meilleur et qui ne l'est pas. Tu parlais des parents tout à l'heure, comme quoi ils savent tout. Alors, le parent, effectivement, il a beaucoup plus d'expérience que son enfant, mais il n'a pas plus de valeur. Il donne le cadre à l'enfant, mais ce cadre, il a une mauvaise presse parce que on entend souvent dire qu'il faut recadrer un enfant quand il a fait une bêtise.
La façon dont je redéfinis le cadre, c'est un peu comme si on disait, voilà, moi je pars dans un pays que je ne connais pas du tout, en Amérique du Sud où j'ai jamais mis les pieds, je ne connais pas les coutumes. Si j'y vais tout seul, je vais me faire repérer parce que je vais aller à l'encontre des habitudes et des coutumes locales. Si je m'associe ou si je me fais accompagner par une personne qui vit dans le pays, elle pourra m'expliquer comment ça se passe ici, comment ça se passe là, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, la façon, etc. Et donc, je passerai beaucoup plus rapidement inaperçu et je serai beaucoup plus facilement en contact avec la population locale. C'est ça le cadre Mais qu'on donne. C'est vraiment donner à l'enfant de quoi s'adapter au monde dans lequel on vit et par l'exemple. c'est-à-dire que le monde d'un adulte, il est cartographié et celui d'un enfant, pas encore. Voilà. Tu sais, il y a un débat dont il est désagréable d'être témoin, c'est le débat entre l'éducation bienveillante et l'éducation punitive. Il y a la question qui perturbe beaucoup de mères et qui amène beaucoup de gens, du coup, à contester l'éducation bienveillante. C'est la question de jusqu'où dois-je aller pour être un bon parent? Et ça va dans le sens de jusqu'où vont les concessions que je dois faire. Qu'est-ce que je dois laisser faire mon enfant? Oui, Jusqu'où je peux laisser mon enfant faire ce qu'il veut? ouais, Ben ça, effectivement, c'est à chaque parent de décider quelles sont les limites qu'il met en place chez lui, d'une part. Après, l'éducation bienveillante, pour moi, elle se situe aussi au niveau de la relation, au niveau de oui, l'amour qu'on transmet dans la relation, oui. la façon dont on parle, la façon dont on agit. Mais effectivement, oui, s'il y a des choses qui sont interdites de faire, c'est interdit de le faire. Et donc, au bout d'un moment, il est intéressant de passer à la punition. Encore une fois, la punition, c'est comme le cas de la mauvaise presse, parce que la punition, on la voit comme quelque chose de violent, comme quelque chose de contraignant. On met l'enfant à l'écart, on veut plus lui parler, etc. C'est de l'isolement, ces choses comme ça. La punition doit être faite pour l'apprentissage de l'enfant, Apprentissage du cadre, notamment. Hein. l'apprentissage du cadre. Elle doit être constructive. Donc, ça veut dire que elle doit pas être violente, ni physique, ni psychologiquement. Elle doit pas dénigrer, mais elle doit apprendre à l'enfant que ce qu'il a fait ne doit pas être fait. Oui. Et quand on la voit comme ça, c'est différent parce que elle devient un moyen de faire évoluer l'enfant. Évidemment, il va y avoir une contrainte, on va lui supprimer quelque chose, on va lui interdire quelque chose, d'accord. Mais au final, d'abord, on lui explique le pourquoi on va le faire et surtout, au préalable, on fait une association entre la règle et la punition qui va arriver si la règle n'est pas respectée. Comme ça, l'enfant est au courant. Il n'y a pas de surprise. Il sait ce qui va lui arriver s'il ne respecte pas la règle. Parce que effectivement, ce qui est important aussi, c'est de faire en sorte que la punition ne commence à arriver que lorsque l'enfant a parfaitement compris la règle. Oui. Il y a cette phase d'apprentissage par laquelle il faut passer, mais quand l'enfant a parfaitement compris la règle, s'il continue à pas la respecter, alors forcément, on peut mener une punition constructive. Le point, c'est pas forcément de contraindre ou pas contraindre, c'est de faire ça en accord avec soi-même, avec l'enfant et dans l'amour surtout. Ce qui est dérangeant plutôt à mon sens, c'est la violence qu'on peut y mettre. Moi, j'ai été fort intentionnelle dans l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, et notamment, si j'étais cadrante et par moments restrictive, c'était parce que je pensais à l'adulte qu'ils allaient devenir. Et il y a ça aussi. Je t'ai entendu dialoguer avec Isabelle pour le podcast En route vers la sérénité, où tu disais que tu avais souhaité que ton fils fasse des études Oui, supérieures. Hein. oui, oui, bah oui, mais c'est très clair entre nous ça. Alors là, je lui dis, j'ai besoin que tu fasses des études parce que moi j'ai pas l'opportunité d'en faire. Alors tu fais ce que tu veux, mais t'en fais. Mais c'est clair, je lui ai dit tel que. J'ai exprimé que c'était mon besoin à moi. Et ben, en même temps, il y avait une vision par rapport à lui aussi. L'idée, sans doute, que de ne pas faire d'études supérieures, ça avait empêché des portes de s'ouvrir, des choses comme ça, sans doute. Je te remercie d'appeler ça une vision. Si on veut être honnête, moi j'appelle ça plutôt une peur de ma part, tu vois. Ah, une peur. Oui, oui, c'est ça, la réalité, elle est là. C'est que j'avais peur que sans bagage, il puisse pas évoluer comme il souhaiterait évoluer. C'est une Voilà. reformulation. On dit la même Oui. chose différemment encore. Il y a quelque chose Olivier. tout à l'heure qui m'a fait penser au fait que lorsque un enfant grandit, qu'il doit s'adapter au monde dans lequel il vit, etc., je crois que c'est important de le souligner, c'est que pour lui, c'est un réel changement en profondeur. On va à l'encontre de son désir impérieux. Alors, en tant que parent, nous, on a tendance à devoir répéter encore les mêmes choses, les mêmes règles, les mêmes contraintes, les mêmes, toujours pareil, et on commence à s'en lasser. Pour l'enfant, lui, c'est vraiment une reconstruction interne qu'il doit faire. C'est vraiment quitter son désir impérieux pour aller à l'encontre de celui-ci et faire comme la société nous recommande de faire. Et c'est pour ça que, quand je dis tout à l'heure que l'idéal, c'est de le modifier au minimum, effectivement,
la politesse, la courtoisie, l'entre-gens, le savoir-vivre, etc. Des choses qui doivent être acquises pour pouvoir évoluer et être adaptées et reconnues dans la société. Et donc, il va se modifier pour arriver jusque-là. Mais après, il y a aussi l'être qui est au plus profond, qui doit pouvoir émerger malgré ça. Oui. Quand je dis on modifie l'enfant, c'est vrai, mais autant le faire au minimum possible pour qu'il puisse, après ça, aller vite à vite. Oui. Dans le livre, je prends l'exemple du tennis. J'explique que, OK, on lui apprend les règles du tennis. On lui dit comment faire un coup droit, comment on fait un revers, comment on sert, voilà. Et puis après, c'est à l'enfant de poser son intelligence sur sa technique pour pouvoir savoir s'il met la balle à droite ou à gauche en fonction de la configuration de l'instant. C'est sa décision. Yes. Olivier, est-ce que tu veux bien partager 3 pistes pour être un parent épanoui dans la vision qui est la tienne? 3 pistes pour être un parent épanoui, je dirais l'humilité. L'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout. L'humilité de reconnaître qu'on apprend à être parent et que c'est pas inné et que c'est surtout un apprentissage par enfant. La relation qu'un parent a avec son premier enfant et son deuxième n'est pas la même. Les personnes en face sont différentes, donc ils vont s'adapter encore. Je dirais aussi l'accueil de l'autre tel qu'il est. Accepter la découverte, accepter d'être surpris par notre enfant. La curiosité. La curiosité, accepter qu'ils prennent des voies qui ne nous correspondent pas forcément, qu'on n'aurait pas aimé voir, allez, je vais dire ça comme ça. Accepter qu'il ait sa façon de réagir, sa façon de penser, sa façon d'être, pour pouvoir le laisser évoluer. Allez, la 3e, lisez mon livre. Forcément. Donc ton livre qui s'intitule « Parents, enfants, s'élever ensemble ». Yes. Merci Olivier. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura procuré de l'inspiration et du courage si vous êtes un parent divorcé. En annexe, vous trouverez les liens pour entrer en contact avec Olivier et vous procurer son livre. En annexe, je vous invite aussi à découvrir mon livre où j'aborde la charge mentale sous un angle totalement innovant qui va vous apporter des clés de compréhension émancipatrices. Bref, cette lecture va vous changer la vie. Je vous invite aussi à télécharger le cadeau que je vous ai préparé. Il s'agit d'une série de pratiques avec un audio pour vous aider à reprendre la main sur vos émotions pour prendre de meilleures décisions. Si vous voulez parler de la charge mentale d'une manière totalement inédite, contactez-moi et nous verrons ensemble comment nous pouvons faire bouger les lignes. Dans cet épisode 25, nous avons parlé de la façon d'accompagner son enfant quand on est un père divorcé. Dans le prochain épisode, nous écouterons encore un homme, François, qui nous parlera de la slow life comme une voie de résilience. À très bientôt. D'ici là, osez exprimer qui vous êtes et répandez l'amour pour changer le monde un cœur à la fois.